Notre invité est l'un des facilitateurs les plus réputés dans ce conflit casamançais, Robert Sagna. Bonjour. Bonjour, monsieur Fall. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous dirigez donc le GRPC, le groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Salif Sadio donc, dans cette déclaration, lue par ses lieutenants en plusieurs langues, notamment en langue locale, réaffirme sa posture de voir une Casamance indépendante. Écoutez, ça nous le savions depuis longtemps. Il n'a pas changé, il n'a pas varié. Qu'il redise son impression, tout au moins son opinion en ce qui concerne l'avenir de la Casamance, je ne crois pas que ce soit un élément nouveau. Tout le monde sait que c'est un des responsables du mouvement des forces démocratiques de Casamance qui milite pour l'indépendance de la Casamance. À ce niveau, je ne crois pas qu'il y a quelque chose de nouveau. Qu'il répète qu'il veut l'indépendance de la Casamance, c'est pas tout à fait nouveau pour nous. Dans la recherche de la paix, une posture comme celle-là ne va pas faciliter les choses. Écoutez, depuis 1982 que ce mouvement existe, je crois que nous avons connu des Salif Sadio. Il n'est pas le seul animateur du mouvement. Il y a d'une part l'aile combattante, comme on l'appelle, c'est-à-dire l'aile armée. De l'autre côté, vous avez aussi l'aile civile. Vous avez des gens qui pensent que la Casamance a droit à cette indépendance et par conséquent, un de plus ou un de moins, je crois que pour le Sénégal, pour les Sénégalais que nous sommes, pour l'instant, nous n'avons pas d'éléments nouveaux par rapport à ça. Dans cette déclaration, il vous a personnellement attaqué, Robert Sagna, en tant que dirigeant du groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Comment réagissez-vous à ces propos de Salif Sadio contre vous? C'est pas nouveau. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Tous ceux qui ne partagent pas leur opinion, parce que nous ne sommes pas des indépendantistes. Nous sommes des fils casamançais et comme beaucoup d'autres populations de Casamance, nous aimons cette région. Et par conséquent, il nous appartient d'utiliser tous les moyens à notre possession, à notre pouvoir, n'est-ce pas, pour combattre des idées qui ne nous paraissent pas aller dans le sens de l'intérêt de la majorité des Casamançais et qui ne paraissent pas non plus aller dans l'intérêt de la Casamance en tant que telle. Disons que nous ne partageons pas les mêmes opinions que lui, les mêmes opinions que d'autres. Et nous avons le droit, en tant que fils casamançais, de les manifester, n'est-ce pas, de nous opposer aux idées qui ne nous paraissent pas favorables à l'avenir de cette région. Oui. C'est ça qui explique un peu notre engagement et notre détermination dans cette voie pour la lutte. Et en plus, nous disons qu'ils aient ces opinions, ils ont le droit de les avoir, mais qu'ils veuillent les imposer à la Casamance et au reste du Sénégal, nous disons non. Et il ne faut pas s'étonner que nous soyons en confrontation face à des idées pareilles. Donc attaquer ou ne pas attaquer Robert Sagna, ça ne nous froisse pas beaucoup et ça ne nous surprend d'ailleurs pas. C'est normal. Il attaque à la limite tous les médiateurs. Il ne peut pas être non plus mis à l'écart des différents schémas qui seront mis en place, qui ont été déjà mis en place pour trouver une paix définitive en Casamance. Il compte, non, Salif Sadio? Non, je ne pense pas qu'il faille le mettre de côté, il n'y a pas de raison. Comme d'autres qui militent pour l'indépendance de la Casamance, je pense que le débat est celui-là. Entre ceux-là qui veulent l'indépendance de la Casamance, autrement dit la scission de cette région par rapport au reste du Sénégal, et les autres. La paix, nous pensons que c'est par la voie du dialogue qu'il faut engager pour aller à cette paix-là. Nous ne pensons pas que c'est par les armes qu'il faut régler cette question. Et les présidents Abdou Diouf, les présidents Wade, les présidents Macky Sall aujourd'hui sont ouverts à ce dialogue pour aller vers la paix et par conséquent, il ne faut exclure personne. Ce dialogue est ouvert à tout le monde et par conséquent, il ne faut pas s'étonner que pour l'instant, certains partagent encore des idées contraires. Depuis 1982, depuis l'éclatement de cette crise, on cherche la voie qui mène à la paix. Le conflit casamançais est en passe ou est déjà l'un des conflits les plus vieux sur le continent africain. Pourquoi de 82 à 2019, on n'a pas atteint cet objectif d'une paix durable dans le sud du Sénégal?
Oui, il faut pas s'en étonner. Ce conflit a duré, c'est vrai, depuis 1982, mais ce n'est pas parce que les gens sont restés les mains croisées. Il faut dire que c'est simplement parce que le Sénégal a fait un choix. Nous sommes tous des fils de ce pays. Les gouvernements, tous les gouvernements qui se sont succédés depuis cet événement ont pensé que l'usage de la force n'était certainement pas la meilleure voie. Donc, on patientait, on attendu, et on pensait qu'il faut engager un dialogue. Nous sommes tous les fils du pays, il faut engager un dialogue. Et je crois que c'est ce qui explique un peu la longueur à trouver une solution définitive. Mais c'est ça aussi qui limite les dégâts. Et c'est ça qui prouve aussi que ce choix est le bon choix. Et le dernier président en exercice, le président Macky Sall en exercice en ce moment, a bien compris et renforcé cette idée de chercher la paix par le dialogue. Et ça prend du temps. Vous savez, ce n'est pas le seul conflit qui est duré autant. Prenez la guerre du Vietnam, prenez même la guerre de 100 ans. Vous avez fait l'histoire de France. Eh bien, elle a fini un jour par se terminer. Nous sommes en 37 ans de guerre, 37 ans de conflit, disons. Mais depuis 4-5 ans, vous avez quand même constaté qu'il y a une accalmie relative. Vous avez aussi constaté aujourd'hui que les combattants ont accepté de baisser les armes et, n'est-ce pas, de s'acheminer vers la voie de discussion, la voie de dialogue. Et c'est à ce dialogue que s'attelle non seulement le GRPC, mais toutes les autres bonnes volontés. Et lui-même, Salif Sadio, il y a 4 ans, a déclaré unilatéralement, il baissait les armes, cessait le feu. Par conséquent, il a bien compris qu'il faut aller vers ce dialogue pour la paix en Casamance. La difficulté, ou l'une des difficultés pour trouver la paix en Casamance, ce sont ces nombreuses entités rivales au sein du mouvement des forces démocratiques de Casamance. Et justement, Salif Sadio, lui, il fait cavalier seul, il ne parle pas aux autres. C'est évident que ça n'a pas facilité les choses lorsqu'aujourd'hui, lui seul s'isole. Mais il faut aussi se féliciter que les autres maquis, les autres chefs de maquis, qui étaient aussi chacun dans son coin, ont aujourd'hui accepté d'aller ensemble. Il y avait 4 principaux maquis. Aujourd'hui, les 3 ont compris qu'il fallait aller ensemble et ils se sont retrouvés pour précisément engager un dialogue pacifique. Ils se sont retrouvés à Bissau. Le GRPC que vous dirigez a été même invité plusieurs fois à des réunions là-bas. C'est ça, nous avons été invités par eux, par ce groupe des 3. Mais Salif n'était pas présent. Et nous estimons que c'est un pas important. Que cela nous invite à venir discuter avec eux des voies et moyens par lesquels, pacifiques, par lesquels nous pourrions arriver à une solution définitive. Avouez que c'est un grand pas. Parce qu'il y a une dizaine, quinzaine d'années, nous n'étions pas là. Donc, prenons patience et je crois que rien ne sera jamais plus comme avant. On a beaucoup agité, pour parler des différentes factions du MFDC, on a beaucoup agité l'idée d'organiser les assises inter-MFDC. Et sur les 4 factions, 3 se retrouvent. Il manque quand même Salif Sadio. Et ces assises inter-MFDC sont un préalable important pour avancer dans la recherche de la paix. Oui, c'est évident que ça faciliterait les choses si l'ensemble des 4 principaux maquis se mettaient ensemble. Aujourd'hui, ils sont 3 à se mettre ensemble. Mais n'oubliez pas que Salif Sadio avait engagé déjà des dialogues avec Saint-Egidio, cette ONG romaine, avec lesquels il discute précisément pour aller à la paix. Il s'est même rendu à Rome. Exactement. Mais il faut se féliciter que ces assises inter-MFDC finalement sont en cours, si je peux m'exprimer ainsi, puisque les 3 principaux sont ensemble, discutent, échangent et invitent Salif Sadio à les rejoindre. Ce qui a retardé ces assises inter-MFDC, c'est précisément cette division dont vous faites allusion. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Je crois que nous avons fait un pas. Et s'ils ont accepté d'inviter le GRPC en Guinée-Bissau pour discuter, pour échanger, eh bien, je crois que c'est quand même une volonté manifeste d'aller à des solutions définitives.
Quels sont les ordres du jour de ces réunions entre le GRPC ou ces réunions auxquelles le GRPC est invité, organisées par les 3 factions du MFDC? Qu'est-ce qui se dit là-bas? Écoutez, je n'entre pas dans les détails de nos débats. Il faut simplement retenir l'essentiel. C'est qu'ils ont décidé aujourd'hui d'aller à la paix. Ils ont décidé effectivement de baisser les armes, donc de cesser le feu, et de trouver avec le gouvernement les voies les meilleures pour que la paix revienne en Casamance. Le reste, c'est des détails sur la faisabilité de la chose. Je n'entre pas dans ces détails. Retenez simplement que c'est le dialogue, qui démarre. C'est des discussions ouvertes, franches, et vers précisément les voies et moyens permettant au MFDC de pouvoir échanger et discuter sérieusement pour une paix définitive en Casamance. Je n'entre pas dans les détails, mais vous comprendrez bien que ça va prendre un certain temps. Et retenez simplement que ça se passe dans d'excellentes conditions. Et je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes persuadés que rien ne sera plus jamais comme avant. D'autant que le chef de l'État, le président Macky Sall, qui gère personnellement ce dossier, le suit au jour le jour et apporte forcément au courant de tout ce qui se dit là-bas. Mais bien entendu, il est parfaitement au courant, puisque le MFDC nous considère comme des intermédiaires qui peuvent rendre compte à qui de droit, même si nous ne sommes pas négociateurs, de manière à ce que les choses puissent progresser. Et je crois qu'elles progressent. Est-ce que Macky Sall est aujourd'hui prêt à accepter toutes les conditions posées par ces factions du MFDC pour avancer? Il n'a pas attendu. Si vous regardez le plan Sénégal émergent, depuis que le président Macky Sall est arrivé au pouvoir en 2012, aujourd'hui tous les programmes, non seulement en cours, mais exécutés déjà, et également dans la seconde phase de son mandat, dans le deuxième mandat qu'il est en train d'entamer, si vous regardez la part de ce qui est prévu pour la Casamance, vous serez surpris et étonné. Par conséquent, le président Macky Sall est tout à fait persuadé que le développement est un autre nom de la paix, comme dirait Jean-Paul II. Oui, l'économie du sud du pays reste quand même affectée par cette situation, on va dire, de ni guerre ni paix, malgré les nombreuses initiatives de l'État via le président Macky Sall, qui par exemple avait décrété la région de Ziguinchor zone économique spéciale avec des allègements fiscaux pour les investisseurs, notamment dans le secteur du tourisme, un secteur que vous connaissez bien puisque vous êtes le propriétaire d'un des plus célèbres hôtels de Ziguinchor, et vous avez été ministre d'ailleurs de l'équipement et du tourisme entre 87 et 88. Est-ce que ces mesures exceptionnelles de Macky Sall ont fait bouger les choses vraiment? Les choses ont bien bougé. Et je vous dis qu'elles ont bien bougé parce que les populations, qui sont quand même les principales cibles concernées, ont accueilli avec beaucoup d'intérêt et ont adhéré très fortement à ce programme. Parce que ce n'est pas seulement du verbe, c'est du concret. Et considérer la Casamance un peu comme la région privilégiée, c'est justement parce que le président Macky Sall a constaté que depuis 1982, cette région a accusé beaucoup de retard. Il a aussi compris que beaucoup de revendications des populations de Casamance étaient fondées. Et l'une des principales revendications, c'est l'enclavement de la Casamance. Aujourd'hui, regardez, si vous prenez les vols aériens, nous avons 4 vols pour aller à Ziguinchor par jour. 4 vols par jour, c'est beaucoup. Nous avons aujourd'hui également 3 bateaux qui sillonnent la région, le fleuve, Aline Sitoé, à Guinée-Diambon, qui permettent aujourd'hui, par la voie maritime, de désenclaver la région. Vous avez la route qui a été refaite. Vous avez surtout, éminemment, surtout le pont de Gambie. Le pont de Gambie a achevé aujourd'hui de désenclaver cette région. Donc, le président Macky Sall a mis le doigt sur les éléments importants qui conditionnent le développement de la Casamance et qui, je pense, accélèrent ce processus de paix. C'est pour ça, je pense, que nous avons été un peu considérés comme, beaucoup de gens pensent que région privilégiée. Mais en fait, il a pris la pleine mesure. Mais il y a quand même une sorte de consensus national sur cette discrimination positive, cette discrimination en faveur de cette région. Il n'y a pas de débat. C'est une réalité, mais c'est volontaire.
Et le président Macky Sall, si, comme vous dites, en a fait une discrimination positive, c'est précisément parce qu'il sait que ce sont les voies qui permettront d'accélérer le processus de paix et qui permettront également de développer le plus rapidement la Casamance. Bien, on ne rattrapera pas toujours le temps perdu parce que depuis 82, c'est quand même beaucoup de temps. Ce n'est pas ce que dit cependant Salih Sadio dans sa déclaration de samedi via ses lieutenants. Il parle de ressources naturelles de la Casamance mal gérées, gaspillées à la limite, et on évoque le zircon, la forêt, la gestion de la forêt, la coupe de bois. Oui, ça, ce sont des critiques qu'il formule et nous ne contestons pas un certain nombre de vérités qu'il dit, mais enfin, vous avez vous-même compris qu'il y a un peu d'excès dans cela. Mais il ne regarde pas les mesures qui sont prises pour corriger tous ces inconvénients. C'est ça un peu, on passe beaucoup de temps sur le passé. La Casamance était enclavée, la Casamance était abandonnée, il y a la coupe du bois, mais on ne voit pas les mesures actuelles qui sont prises précisément pour que ces éléments négatifs puissent être mis de côté. On ne voit pas cela. Et cela montre un peu le caractère un peu subjectif de l'analyse qu'il fait de la situation en Casamance. Aujourd'hui, je pense que les Sénégalais en général et les Casamançais en particulier savent que là-bas en Casamance, aujourd'hui, des efforts sont quand même faits. Et c'est ce qui nous a surpris d'ailleurs, quand nous avons été aux élections présidentielles cette année, de constater que la majorité des Casamancés ont voté contre Macky Sall. Ça, c'était la surprise générale. Bon, le phénomène Sonko y est pour beaucoup, nous le savons. On y reviendra d'ailleurs parce que c'est un résultat qu'il faut vraiment, on avait vraiment envie d'entendre votre analyse là-dessus. Mais pour rester sur le conflit et sur la recherche de la paix, faut-il toujours compter sur la Gambie et la Guinée-Bissau pour régler ce problème Casamance? Le départ de Yaya Jammeh de la présidence gambienne avait été perçu comme plutôt une bonne nouvelle. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la Gambie et la Guinée-Bissau ne restent pas des terres de repli aux différentes factions d'ailleurs? Écoutez, la Gambie comme la Guinée-Bissau ont toujours été des zones refuges du MFDC. Notamment la Guinée-Bissau pendant la guerre de libération de la Guinée-Bissau, la Casamance a aussi été considérée comme une zone de repli. Mais ça c'est normal pour des zones frontalières. Le MFDC a aussi, avec la Gambie comme avec la Guinée-Bissau, considérer ces zones comme des zones de repli pendant le conflit armé. Mais ça, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel, puisque c'est des pays voisins. Mais c'est la raison pour laquelle les différents chefs d'État sénégalais ont impliqué très fortement les deux États dans la recherche du processus de paix, la Gambie comme la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de réfugiés en Gambie, comme en Guinée-Bissau, et il est donc important que cette coopération entre le Sénégal et la Gambie, entre le Sénégal et la Guinée-Bissau puisse prendre une importance majeure dans le processus de paix. Parce que ces pays ont été très longtemps impliqués dans le conflit. Et souvenez-vous, on en avait même fait des parties garantes dans le processus de négociation qui avait été engagé en 1999 avant le départ du président Abdou Diouf. C'est donc dit que le Sénégal considérait effectivement ces deux pays comme importants dans la recherche de la paix en Casamance. Ziguinchor, la ville dont vous avez été le maire pendant 24 ans, alors que vous étiez au Parti Socialiste, vous venez de parler du président Diouf. Aujourd'hui, vous avez votre propre formation politique, Robert Sagna, le Rassemblement pour le Socialisme et la Démocratie, Taku Deferat Sénégal, RSD-TDS, allié du président Sall. Et cette défaite, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, cette défaite de votre coalition à Ziguinchor lors de la dernière présidentielle, c'est le candidat Ousmane Sonko qui est arrivé premier là-bas. Comment expliquez-vous ces résultats? Nous avons du mal à l'expliquer parce que ces résultats sont totalement en dehors des prévisions que nous avions de la situation réelle en Casamance. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure j'anticipais en disant
que c'était une surprise pour nous. Le parti que je dirige, le RSD, est membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Avec Abdoulaye Baldé et tous les autres responsables APR de la région. Vous êtes en train d'expliquer la surprise. Donc, c'est précisément ça qui nous étonne. Et nous n'avons pas l'explication totale, mais nous pensons et pour vous, Macky Sall, avant cette présidentielle, a beaucoup fait pour le développement de la région. Non seulement il a beaucoup fait... C'est vous qui l'avez dit. Oui. Non seulement il a beaucoup fait, et je le constate. Pour avoir été longtemps dans un gouvernement de ce pays, je peux affirmer, sans embâche, que Macky Sall a fait énormément de choses pour la Casamance. Et c'est ça qui surprend lorsqu'on constate que pour ces élections, il n'a pas eu, n'est-ce pas, le résultat attendu. Nous sommes encore estroqués de constater que cela n'a pas été à la mesure du mérite de Macky Sall par rapport aux résultats que nous avons. Bon, mais nous ne pensons pas du tout que cela va retarder ou tout au moins freiner les efforts et la volonté qu'il a de poursuivre ces efforts, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, pour lui, le développement, c'est aussi un autre nom de la paix, comme le disait le pape Jean-Paul II. Le phénomène Ousmane Sonko dont vous faites allusion, au phénomène Ousmane Sonko qui a gagné donc la présidentielle en région de Ziguinchor. Pour vous, c'est une tendance qui peut aller jusqu'aux prochaines élections locales où votre coalition a les ressources nécessaires pour changer la donne d'ici les élections départementales et municipales? Nous allons tenter. Et j'ai dit, ce phénomène dont je parle, il ne faut pas le limiter à la Casamance. Je parle du phénomène Ousmane Sonko. Vous avez constaté que ce n'est pas seulement en Casamance qu'Ousmane Sonko a surpris. Il a eu de très bons résultats en dehors de la Casamance, sa région natale. Il a aussi surpris dans la diaspora. Par conséquent, ce phénomène-là, il faut simplement le circonscrire à la région de Ziguinchor et ne pas dire que c'est du racisme, c'est de l'ethnicisme, comme beaucoup ont tendance à le faire. Mais dans toutes les élections, la part d'une élection affective est tout à fait normale. Il est normal que quand vous êtes le fils de la région de Louga, si vous êtes candidat, que les Lougatois portent plus d'attention à vous, etc. Ça, c'est tout à fait normal. Mais je pense que aujourd'hui, pour l'avenir, nous ne sommes pas découragés. Nous allons nous mobiliser. Pour vous, tout candidat gagne naturellement dans son fief. Certains ont vu des glissements régionalistes, ethnicistes, religieux même, dans ce vote du 24 février dernier, la présidentielle. Oui, on les observe partout. Vous les observerez toujours et partout. Mais ça ne peut pas revêtir un caractère exceptionnel, ni un phénomène surnaturel, c'est tout à fait normal. Et ça, vous l'observerez toujours et partout. Mais cela n'empêche que quand même dans ce pays, le Sénégal, on peut observer une démocratie majeure. Les Sénégalais, en ce qui concerne les élections, savent ce qu'ils veulent. Et on ne peut pas dire que les problèmes ethniques, les problèmes de cette nature plombent le développement économique et social de ce pays. Nous sommes un pays extrêmement ouvert et je crois que les problèmes religieux, les problèmes ethniques ne pèsent pas si lourd quand même dans la vie de notre nation. Mais ces éléments que vous soulignez là, c'est tout à fait naturel que de manière affective, les gens penchent pour un candidat qui leur est plus proche parce qu'originaire de chez eux, etc., etc. Ça, c'est normal. Si Ousmane Sonko se présente aux élections municipales à Ziguinchor, de fortes chances qu'il gagne, si on se tient compte de la dernière présidentielle pour vous, Benno Bokk Yakaar en tout cas, s'il se présente à cette élection municipale à Ziguinchor, ça va être difficile, non? Oui, c'est pas aussi évident parce que l'élection présidentielle, il s'agit d'un homme face à son peuple. L'élection locale, c'est tout à fait différent. Et je ne pense pas que les raisons que vous évoquez de sa victoire aux élections présidentielles à Ziguinchor, puisque les mêmes causes puissent produire les mêmes effets pour les élections locales, parce qu'encore une fois, ce sont deux élections totalement différentes. Donc je ne parie de rien. Vous décrivez le Sénégal comme un pays
exceptionnel du point de vue des clivages. Mais avant la publication de la liste des nouveaux membres du gouvernement, la présidence sénégalaise avait précisé que l'équilibre géographique avait entre autres prévalu. Est-ce un critère pertinent? Équilibre pour équilibre, ne fallait-il pas respecter tous les équilibres? Je crois que si vous regardez bien ce gouvernement, le président Macky Sall a fait quand même un effort important pour tenir compte de tous les critères dont il faut tenir compte aussi pour les intégrer dans le gouvernement. C'est normal que chaque région puisse se sentir sénégalaise et participer à la gestion des affaires publiques. Donc quand le président Macky Sall fait un effort pour que toutes ces 14 régions soient représentées, c'est un des critères. Mais il n'est pas le seul. Il y a des critères de compétence. Et vous avez remarqué les efforts qu'il a fait. Il y a le critère également genre, les efforts qu'il a fait pour que les femmes soient davantage... Sur le genre extrêmement critiqué, 32 ministres, 8 femmes seulement. Non mais j'ai dit par rapport au passé, on progresse, n'est-ce pas? C'est quand même, entre autres critères, des éléments importants dont il a tenu compte dans la formation de ce gouvernement. La représentativité géographique est un des critères dont il a tenu compte. Il n'est pas le seul. Mais l'essentiel, c'est de tenir compte de l'ensemble des critères essentiels permettant d'avoir un gouvernement homogène et permettant surtout à toutes les régions de se sentir dans l'action, de se sentir dans son programme et de se sentir participant au développement économique et social de ce pays. Ça, c'est important. Vous avez été membre du gouvernement pendant 22 ans sans discontinuer, de 78 à 2000, 22 ans. C'est sans doute un record. Vous avez été donc dans les gouvernements sous Diouf, sous Senghor d'abord. Quels sont les critères qui prévalaient à l'époque? Je crois en particulier y rechercher des compétences. Ça, il faut penser que c'est un des critères primordiaux. Chercher des compétences, chercher des patriotes, chercher aussi à ce que chacun se sente dans ce gouvernement. Et tous les gouvernements qui se sont succédés depuis Senghor jusqu'à nos jours ont tenu compte de cet élément fondamental. Macky Sall n'a pas fait une exception en disant que toutes les régions sont... C'est un élément dont on a toujours tenu compte de Senghor au président Macky Sall. C'est important, je crois. C'est vrai que les Sénégalais sont attentifs à tous ces éléments de détail, mais c'est des détails importants. Les premières décisions prises par Macky Sall concernent des réformes constitutionnelles en vue, avec la suppression du poste de Premier ministre. Vous avez assisté dans les années 80 en tant que membre du gouvernement à la suppression, puis au retour de ce poste de chef de gouvernement. Vous pensez qu'il devrait le faire lui aussi, supprimer le poste de Premier ministre? Moi, je ne pense pas qu'il y ait là matière à polémiquer. D'autant plus que l'objectif recherché est quand même reconnu comme important. La célérité dans l'exécution des tâches gouvernementales. Ça, c'est la majorité qui le dit. L'opposition ne dit pas ça. L'opposition minoritaire. Je parle de la majorité qui reconnaissent que c'est un bon choix. Mais la majorité minoritaire oppositionnelle, ne soyez pas surpris qu'elle prenne une position contraire à celle de Macky Sall. Mais réfléchissez de manière sereine. Si vous réfléchissez, vous regardez de manière calme et sereine, quoi de plus noble, quoi de plus important que de rechercher l'efficacité dans l'action gouvernementale? C'est déjà un élément fondamental de réduire les circuits. Et Macky Sall disait l'autre jour, il est à 50 mètres de la primature. Mais parfois, pour recevoir un courrier, il s'est passé parfois 8 jours. Pourtant, 50 mètres, c'est pas bien loin. Donc, tout ce qui est recherché pour l'efficacité, pour la rapidité, la célérité de l'action gouvernementale, je crois que tout le monde devrait le comprendre et l'accepter. Mais je ne vois pas aujourd'hui de raisons majeures qui fondent la position du gouvernement, de l'opposition, pour s'opposer à cette décision. L'expérience a bien prouvé que c'est un élément important lorsqu'on veut aller rapidement, lorsqu'on veut aller vite.
Je disais l'autre jour au président Macky Sall que j'ai jamais été moi pour le quinquennat. Moi j'ai toujours été pour le septennat. Parce que je disais que dans l'exécution de nos programmes, nous ne disposons pas de tous les moyens financiers pour le faire. Nous avons souvent recours à l'extérieur pour financer souvent ces programmes. Or, si je prends un exemple du fait de mon expérience avec la Banque mondiale, des projets importants, quand je dis importants, c'est au-delà de 10 milliards, 15 milliards, il ne vous faut pas moins de 4 ans entre l'idée de projet et la mise en exécution du programme. L'Union européenne, pas moins de 3 ans. C'est trop court, 5 ans. Bref, si déjà... Rien que les études de faisabilité qui prennent beaucoup de temps. Études de faisabilité, négociations, etc. Période de mise en vigueur, période de négociation, période de ceci, cela. Donc, nous ne maîtrisons pas tous ces éléments, facteurs exogènes, qui retardent déjà les processus de mise en exécution de nos programmes. C'est pourquoi je dis, ça c'est à titre personnel, je ne suis pas pour le quinquennat. Mais ça, c'est une opinion tout à fait personnelle. Donc déjà ça, c'est un élément important, on n'a que 5 ans. Si Macky Sall veut aller vite, il prend des mesures internes permettant justement cette célérité, il faut applaudir. Je ne vois pas en quoi la suppression du poste du Premier ministre est gênante. D'autant d'ailleurs, le même Premier ministre qui est à côté de lui, tout est une question d'attribution des fonctions qu'il va exercer. Il n'a pas dit qu'il va réduire les fonctions que le Premier ministre doit exercer. Maintenant, par rapport à l'exécutif, entre l'exécutif et le législatif, mais je ne pense pas qu'il y ait... Oui, c'est l'autre inquiétude. Oui. À quoi ça va servir l'Assemblée nationale qui doit contrôler l'action du gouvernement? Rien n'exclut que l'Assemblée contrôle l'action. C'est le Premier ministre qui doit se défendre le gouvernement devant l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, c'est le président... Si on enlève le poste, comment va-t-on faire? Mais c'est le président qui répond directement auprès de l'Assemblée nationale, qui n'est pas aujourd'hui, à qui on n'a pas enlevé le pouvoir de poser des questions sur l'action gouvernementale. Ce pouvoir demeure à l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Et le fait de ne pas pouvoir dissoudre par motion de censure le gouvernement, mais la réciproque est vraie. Le président non plus ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est des détails qui ne sont pas fondamentaux. Ce qui est essentiel, c'est d'arriver à une exécution des programmes avec le maximum d'efficacité et de célérité. Mais les attributions antérieures dévolues au Premier ministre, ces attributions peuvent bien continuer à lui être attribuées, mais de manière plus efficace puisqu'il est à côté du chef. Mais il faut aussi noter, quand un président va jusque-là, ça montre sa volonté d'assumer ce qui va se passer, parce que c'est un accroissement de travail. Il répond directement auprès de chaque ministre répond directement auprès du président de la République. Il n'y a plus, comme on dit souvent, d'intermédiaires, de fusibles, comme on aime à le dire. Et un président qui accepte d'assumer et d'aller aussi loin, c'est qu'il se donne davantage de travail et il assume davantage et par conséquent, il engage sa propre responsabilité. Et je crois qu'il faut s'en féliciter, mon cher ami. Il avait dit, au lendemain de sa victoire, avant la formation de ce nouveau gouvernement, Macky Sall, c'est Mohamed Dionne, l'actuel Premier ministre, qui avait apporté ses précisions devant les médias d'ailleurs, que le président, pour cette fois, va procéder à un resserrement du gouvernement. Y a-t-il vraiment un resserrement? Vous, Robert Sagna, vous avez été ministre de l'équipement. On s'en prend beaucoup à Karim Wade, décrit comme le ministre du ciel et de la terre, mais vous aussi, en tant que ministre de l'équipement, vous aviez les infrastructures, tous les transports aériens et maritimes terrestres, plus le tourisme. Sous Diouf, on était vraiment dans un cadre de resserrement parfait. Hein. Oui, à cette époque, c'est vrai que ce ministère était un super ministère, c'est vrai. Mais il n'y a pas que des inconvénients à cela. Je crois que, et vous avez remarqué aussi dans ce gouvernement nouveau, ce resserrement, vous l'avez senti. Et le fait de, par exemple, le ministère du tourisme qui retrouve les transports aériens, voilà. Je crois qu'il y a, non seulement il y a des avantages à cela, mais lorsque il y a certains goulots d'étranglement,
le président a pris des mesures pour les corriger. Regardez le ministère de l'économie et des finances et du plan. Aujourd'hui, on a remis le plan et l'économie en place. À l'époque, le ministère du plan et de la coopération existait. Des gens comme Alexandrine l'ont occupé, Djiboka, etc. Feu Djiboka l'ont occupé. Ibrahim Sall, plus jeune que vous, lui aussi occupé. Exactement. Exactement. Quand vous avez les finances et le budget à gérer, c'est du quotidien. C'est très prenant. C'est le centre de l'activité gouvernementale. Vous n'avez pas le temps de penser à des réflexions stratégiques de planification. Vous n'avez pas le temps également de prendre en compte d'une manière efficace des éléments de relations extérieures, de coopération pour, n'est-ce pas, pouvoir avoir des coopérants, des assistants, également des moyens extérieurs suffisants pour accompagner le plan de développement économique et social. Là, on ne parle pas de resserrement, on parle d'une séparation pour rendre l'action plus efficace, beaucoup plus efficace. Et je crois que ce retour à l'ancien, c'est finalement comme ça que je le considère, là aussi est tout à fait efficace. Et ce que je vois dans l'organigramme aujourd'hui gouvernemental, c'est non seulement un resserrement là où c'est nécessaire, mais une recherche d'efficacité évidente. Une diversification dans le choix des hommes, mais une recherche d'une jeunesse active, également, comme on a dit tout à l'heure, une certaine présence de tout le monde dans l'action gouvernementale, même si c'est contesté par cette opposition dont vous parlez. Dans ce nouveau gouvernement, en tout cas, un nouveau ministre de l'Agriculture a été nommé, Moussa Baldé. Il remplace Pape Abdoulaye Seck. Vous avez dirigé ce ministère pendant 7 ans, de 93 à 2000. Là aussi, vous voyez un record. Personne n'avait jamais fait ça. Personne n'a encore fait 7 ans à la tête d'un ministère, celui de l'agriculture donc. Est-ce que Robert Sagnan, la condition du paysan a évolué, a changé positivement depuis, à vos yeux? En tout cas, il n'a pas reculé. Le paysan sénégalais n'a pas reculé. Au contraire, il a progressé. Souvenez-vous de la période où nous avions la traction animale, avec laquelle nous avons... Ah, ça existe toujours. Hein. Il continue toujours. Et de départ à l'époque, le développement qui s'est constaté, je crois qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que le paysan sénégalais a reculé. Ce qui me préoccupe, moi, dans ce secteur de l'agriculture, c'est le vieillissement de la population active. La moyenne de ceux qui pratiquent l'agriculture aujourd'hui au Sénégal, la moyenne, je dis bien, c'est presque 60 ans. C'est l'absence de la jeunesse dans l'activité rurale aujourd'hui qui m'inquiète. Parce que le progrès de cette agriculture dépend aujourd'hui de l'intégration des jeunes dans le processus de développement. Mais en modernisant ce secteur, bien entendu. Pour répondre très précisément à votre question, je ne pense pas qu'on puisse parler de recul du paysan sénégalais. Je pense qu'au contraire, il y a quand même des progrès, non seulement sur le plan technique, mais également sur le plan du résultat de la production. Donc on n'a pas fait un recul, on a fait un progrès. Mais je suis inquiet de voir de plus en plus la population vieillissante dans le secteur rural, mais il faut accélérer le rajeunissement de ce secteur, mais en le modernisant. C'est seulement ça qui permettra, je crois, de rajeunir l'activité agricole. C'est une préoccupation qui est là. De Brin, votre village de natal, à Kaolack, en passant par les autres zones rurales, on déplore toujours le manque d'infrastructures de transformation des produits agricoles. C'est vrai, des choses ont été faites, mais vu à l'échelle nationale, on ne parvient pas à doter le paysan sénégalais d'unités de transformation des produits, un début d'industrialisation. Ça ne se fait toujours pas. À terme, ce n'est pas la voie. Il ne faut pas faire du paysan, autrement dit du producteur, l'élément de la transformation industrielle. Il faut distinguer la fonction productive et la fonction d'industrialisation. Il faut qu'il y ait des initiatives privées différentes des initiatives de production qui puissent, n'est-ce pas, intégrer le secteur et pouvoir transformer les produits. Il ne faut pas vouloir faire du paysan l'industriel. Non, je crois qu'il faut de plus en plus précisément... Il faut encourager les initiatives privées. Voilà.
Il faut encourager des initiatives privées, n'est-ce pas, à s'emparer des produits, des productions agricoles pour pouvoir les transformer et créer davantage de valeur ajoutée. C'est ça qu'il faut faire. Mais ne pas vouloir faire du paysan l'industriel lui-même. Non. Je crois qu'il faut bien distinguer les deux fonctions. Pourquoi les Sénégalais ne s'impliquent pas dans le secteur agricole pour être des transformateurs des produits agricoles? Mais je pense que nous n'avons pas atteint pour certains produits un niveau de production suffisant qui permettrait précisément d'intégrer la fonction industrialisation de la fonction productive. Toujours la dominance arachide. Abdoulaye Wade, par exemple, a essayé de changer la philosophie du paysan sénégalais en la matière. Pourquoi l'arachide continue-t-elle de dominer notre agriculture? Écoutez, parce que c'est ce que nous savons faire le mieux. Et d'autre part, c'est une production qui s'adapte le mieux à notre écosystème. Notre écologie, notre écosystème, notre condition agroclimatique se prête mieux à la culture de l'arachide. Et on ne pourra pas faire du blé, parce que le blé n'est pas une plante qui s'adapte à notre climat, etc. Donc l'arachide, c'est quand même ce que nous faisons faire le mieux. Ceux qui savent faire autre chose, parce que ça s'adapte mieux à leur climat, je pense au Mali, qui fait le coton, eh bien, je crois que c'est pas... On ne peut pas dire que l'arachide plombe, au contraire. L'arachide est un facteur important de notre développement économique. Au-delà de l'arachide, il faut diversifier et faire autre chose que l'arachide. Et je crois que c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et je peux aujourd'hui dire que tout ce qui peut pousser dans ce pays, nous l'avons essayé au Sénégal. Nous sommes certainement dans la sous-région. Vous parlez du coton, on en a encore. Ouais. Mais comparé au Mali, c'est pas très intéressant ce qu'on voit à l'est du Sénégal, la culture du coton qui semble rester en l'état depuis plusieurs années, la même chose, les mêmes quantités de production. Je vais vous dire, nous avons 4 mois de pluie au maximum. Nous avons des terres qui doivent répondre sur le plan technique, sur le plan agronomique, qui répondent à des contraintes auxquelles nous ne pouvons pas déroger. Donc, il y a des facteurs limitants de base. Par conséquent, c'est un choix à faire. Nous ne pouvons pas produire 1,5 million de tonnes d'arachide et produire autant de coton. C'est pas possible. Le niveau technique ne nous permet pas d'y accéder, n'est-ce pas? Les conditions agroclimatiques ne le permettent pas non plus. Donc, il faut faire un choix. À l'époque, le Mali faisait 60 000 tonnes d'arachide. Mais aujourd'hui, il a opté pour le coton. Et compte tenu de son niveau technologique et de son équipement agricole, des conditions climatiques et la durée de la pluviométrie, puisque l'irrigation est quand même à peine à 1% de l'ensemble des cultures, il opte pour le coton. Mais nous ne pouvons pas, nous, faire 400 000 tonnes de coton et produire 1,5 million de tonnes d'arachide. C'est pas possible. Il faut faire un choix. Parce que les conditions exogènes s'imposent à nous, les conditions agroclimatiques aussi s'imposent à nous. Et la nature de l'arachide, disons, la spécificité de cette culture s'adapte mieux à nos conditions écologiques et à nos sols. Comprenez? Faut-il toujours se baser sur la pluie pour développer notre agriculture? Eh bien voilà, vous avez posé une question fondamentale. Si nous voulons atteindre l'autosuffisance, notamment en riz, il faut accroître les surfaces irriguées. Il faut donc, comme le disait déjà Senghor, maîtriser l'eau. C'est la maîtrise de l'eau qui est fondamentale et c'est la base pour arriver à une production contrôlée, n'est-ce pas? Et si je prends l'exemple du riz, nous voulons atteindre l'autosuffisance, il faut augmenter les surfaces irriguées. Autrement dit, il faut une maîtrise de l'eau davantage que ce que nous avons en ce moment. On va bientôt terminer. Vous pouvez pas compter uniquement sur les pluies pour arriver à l'autosuffisance. C'est un complément. Bientôt la fin de cette émission. Robert Sagna, notre invité devant le grand jury d'RFM. Vous avez été maire pendant 24 ans, maire de Ziguinchor. Cette question soulevée à Aliou Sall, l'actuel président de l'Association des maires du Sénégal, maire de Guédiawaye, qui dans cette émission la semaine dernière pense qu'il faut réfléchir à changer le mode d'élection des maires, procéder à une élection
directe. Êtes-vous d'accord avec cette idée? Écoutez, il est président de l'association des maires du Sénégal. Il m'avait invité une fois après une conférence avec ses collègues maires. Et cette question avait été posée. Ma position était exactement celle qu'il a adoptée. Et je suis parfaitement de son avis, puisque ce jour-là, c'est l'avis que j'avais défendu. Et je crois qu'il a parfaitement raison qu'on puisse aller vers une élection directe du maire pour éviter des surprises comme celles qu'on connaît habituellement aujourd'hui. Robert Sagna, avez-vous des nouvelles de l'enquête sur l'accident d'un hélicoptère de l'armée sénégalaise qui a coûté la vie à 8 personnes, des membres de votre famille qui revenaient de chez vous à Ziguinchor d'ailleurs, revenaient de funérailles d'un proche disparu. Cet accident, c'était en mars 2018. Plus d'un an après, on ne sait pas pourquoi l'hélicoptère qui venait de Ziguinchor donc pour se rendre à Dakar et qui est tombé à Missira dans les îles du Saloum, on ne sait pas pourquoi l'hélicoptère est tombé. Avez-vous donc des nouvelles de l'enquête? Oui, 2018 a été pour moi une année très difficile. Vous pouvez l'imaginer. Et ce drame a secoué non seulement ma famille, mais a secoué toute la nation sénégalaise. C'est l'occasion de remercier le président Macky Sall, qui d'abord a accepté de mettre cet hélico à ma disposition pour aller enterrer mon frère, mais aussi pour toutes les mesures qu'il a prises lorsque cet accident s'est produit. C'est d'ailleurs lui qui a été le premier à m'en tenir informé. Lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. L'enquête se poursuit. Il me tient régulièrement au courant de l'état d'avancement. Aujourd'hui, ils ont recours à des expertises extérieures, ce qui allonge un peu les délais, mais les recherches sont en cours. Les experts sont au travail. J'espère que dans peu de temps, nous saurons peut-être les causes de ce tragique accident. Robert Sagna, merci d'être venu devant le grand jury, 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 venu devant le grand jury.